Les palmarès ne racontent pas tout. Au-delà des titres et des records, il y a des histoires humaines, des parcours inspirants. C'est la difficulté en fait des joueurs de haut niveau, c'est qu'ils vont prendre vraiment du plaisir s'ils atteignent leurs objectifs, s'ils gagnent. Stéphanie Forets en est la parfaite illustration. Loin des paillettes et du glamour, la joueuse française a construit une carrière solide, basée sur le travail, la passion et la persévérance. Il faut vraiment pouvoir comprendre que maintenant la santé mentale, la préparation mentale, c'est un sujet hyper important et il faut l'intégrer. Dans cet épisode, elle revient sur son parcours et la dimension mentale, indispensable dans le sport de haut niveau. Ce qui veut dire que quand on finit un match, qu'est-ce qui est pas bien de faire ? Se mettre sur son portable et oublier qu'on a perdu, pourquoi, comment. Hop, c'est prendre le temps, analyser, prendre un peu de recul et puis après en discuter. Et justement, c'est important de se connaître parce que plus on se connaît, plus on peut faire les bons choix. Pour le court terme, c'est intéressant, mais surtout pour le long terme. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tal Mental, le podcast sur la préparation mentale, débats, anecdotes, jeux, le tout entre spécialistes. On a un plateau de choix, comme toujours. À ma droite, Stéphanie Forets. Bonjour Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter déjà un petit peu ? Eh bien, je m'appelle Stéphanie Forets, j'ai 43 ans, faut pas trop le dire. J'ai pris ma retraite en 2016, donc j'étais sur le circuit professionnel pendant 18 ans. Voilà, j'ai joué beaucoup le simple, aussi pas mal le double. Et puis maintenant, je suis reconvertie, je coach, je suis directrice de tournoi aussi sur le circuit féminin. Voilà, donc je serais quand même bien restée dans le tennis. À ma gauche, Léo Spiza, qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter. Léo, à toi. Bonjour à tous, Léo Spizac, fondateur du podcast et préparateur mental. Très content une nouvelle fois d'être avec vous aujourd'hui pour une émission qui, je suis sûr, sera très intéressante. Vous en avez pris l'habitude, la question du jour, une trentaine de secondes pour chacun de nos invités. Aujourd'hui, en quoi la préparation mentale, c'est quoi concrètement ? Est-ce que Stéphanie, tu as une définition, quelque chose pour nous expliquer à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent ce que c'est finalement la préparation mentale ? Oh là, c'est complexe. Ouais, c'est vaste parce qu'en France, c'est un peu compliqué. De l'expliquer en quelques mots, je pense que de toute façon on est là aujourd'hui pour en débattre. C'est quelque chose qui commence à venir dans le tennis progressivement depuis pas mal d'années. Beaucoup, on les voit, hein, les meilleurs se basent là-dessus. Beaucoup, on a toujours dit depuis qu'on est tout jeune, le tennis c'est 80%, c'est le mental qui est important. Donc aujourd'hui, voilà, on va en débattre, on va voir ce qu'il faut faire, mais moi, en tout cas, en tant que joueuse, c'était important. Et encore plus maintenant avec le recul et sur les jeunes que j'entraîne ou les professionnels aussi, c'est la base de tout sport de haut niveau finalement. Ouais, carrément, je dirais que la préparation mentale, c'est un accompagnement du joueur visant le bien-être et la performance. Tout le monde a un cerveau, mais on ne sait pas tous comment il fonctionne. Moi, ce que j'aime bien dire avec mes sportifs, c'est que ils ont une télécommande qui permet de gérer leurs émotions, qui permet de gérer leur motivation, réagir face à différentes situations, etc. Maintenant, l'idée, c'est de savoir comment fonctionne cette télécommande. Moi, j'aime bien dire que j'arrive un petit peu comme le technicien de chez Orange et qui va expliquer justement comment ça fonctionne pour qu'ils puissent connaître comment ça fonctionne, comme je viens de le dire, et surtout avoir une connaissance optimale d'eux-mêmes. Faut-il souffrir ? On va rentrer tout de suite dans le bain. Faut-il souffrir pour performer sur la durée au haut niveau, Léo ? Moi, je pense déjà que le fait de souffrir, ce n'est pas une bonne chose. En préparation mentale, on parle avant tout de bien-être, même si souffrir peut, sur le court terme, apporter des résultats. Néanmoins, je pense que sur du long terme, ça peut avoir des conséquences très importantes et très négatives. On l'a vu par exemple avec Naomi Osaka, qui a 24 ans annoncé souffrir de dépression suite à un trop-plein de choses négatives. Donc, il ne faut pas oublier que le tennisman, ou la joueuse de tennis, a une exigence dans le très très haut niveau. On va se restreindre sur l'alimentation, sur le coucher, sur ses activités. C'est très très exigeant et on peut forcément rapidement avoir besoin d'en parler et justement d'échanger là-dessus. Et très souvent on garde pour soi et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être très importantes et très compliquées pour la suite parce qu'une carrière c'est aussi quelque chose qui est long et on est humain et on continue à vivre. Est-ce que la souffrance elle est nécessaire, Stéphanie, pour performer ? Je dirais, je suis d'accord avec toi, Léo. Là-dessus, je pense que tout sport, si on le fait en loisir, il n'y a aucun problème. On n'est pas obligé d'aller dans le rouge, on est tranquille. Par contre, le haut niveau demande quand même une exigence, c'est de rentrer dans des moments difficiles. Et on apprend à les gérer. C'est plus facile si on arrive à s'entraîner comme ça,
un peu dans le dur pour arriver après en match où c'est plus facile. Donc arriver à gérer toutes ces choses-là dans la souffrance à l'entraînement, tous les jours, se lever, faire des entraînements difficiles au physique, difficiles au tennis, pour après pouvoir que ce soit au final en match, c'est roue libre et c'est plus tranquille. Moi, je le verrais plus comme ça. Tout dépend aussi où est-ce qu'on place le curseur de souffrance. On parlait avec Arnaud dans un précédent podcast, Arnaud Clément, qui expliquait que pour lui, s'arracher physiquement, c'est ça qui le faisait kiffer. Là où pour d'autres, s'arracher, ça peut être de la souffrance. Donc c'est aussi important à définir où est-ce que je place la souffrance et où est-ce que je peux aller et est-ce que je peux repousser mes limites, si oui, à quel point je peux les repousser. Au final, oui, c'est sûr que chacun... au fur et à mesure, on est jeune, on sait pas trop, et au fur et à mesure, on progresse et faut trouver une certaine façon de s'entraîner pour aller dans le dur. Ça peut être quelque chose comme il disait, lui, c'est sûr, je me souviens bien, c'était très physique. Moi aussi, c'était assez dans le physique parce que j'ai appris jeune, j'ai fait beaucoup d'athlétisme et dans l'athlétisme, c'est quand même un sport un peu moins ludique, donc on va plus chercher dans le rouge. Les efforts physiques, donc je retrouvais un peu plus ça sur le tennis. Après, ça peut être autre chose, ça peut être se demander de se réveiller tôt le matin, faire des séances très tôt ou des séances très tard parce que des fois il y a des night sessions, enfin vraiment se préparer dans où par exemple on est du soir mais pas du matin et inversement dans des choses difficiles qui vont être différentes pour d'autres joueurs et d'autres joueuses. Donc voilà, c'est après à trouver le curseur, un peu le juste milieu entre chacun et en fait je dirais la chose pour tout le monde, c'est de se connaître au final petit à petit, de savoir ce dont on a besoin. Et Stéphanie, tu as parlé de la jeunesse. Est-ce que les premières années, finalement, quand on se forme, c'est ce qui va conditionner aussi la suite d'une carrière ? Ah bah oui, totalement. C'est l'évolution progressive avec des gens qui nous entourent, des bonnes personnes et puis l'évolution... Voilà, qu'elle s'arrête pas et chaque année il y a des progressions dans des domaines physiques, tennis, mentaux et petit à petit voilà ça forme un champion et après il y a enfin tout le monde arrive sur le circuit à l'identique et c'est des petites choses qui vont faire la différence et surtout grâce au mental qui fera la différence à la fin. Comme le dit Stéphanie, c'est hyper intéressant. C'est vrai que ça conditionne commencer le tennis, les premières années de tennis conditionnent la suite et peuvent faire aussi évoluer les choses. Si on prend par exemple le cas mentalement d'un Federer qui quand il était jeune il pétait un câble littéralement et il cassait ses raquettes, etc. Et du jour au lendemain il a réussi à switcher et devenir le joueur qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le joueur très calme, très élégant, avec beaucoup de style, qui respire finalement la tranquillité. Ça montre que déjà c'est pas une fin en soi, c'est pas parce qu'on commence à jouer au tennis nerveux qu'on va être nerveux toute notre vie, qu'on peut toujours le travailler. Federer a réussi à le faire de manière il l'a bien démontré. Donc pour les jeunes qui sont un peu surexcités sur le terrain ou ils ont des mauvaises attitudes, rien n'est perdu, hein. C'est un travail, c'est comme travailler son coup droit ou son revers. On peut travailler une attitude, une façon d'être, quelqu'un qui peut être introverti sur le terrain, lui demander de plus s'encourager ou inversement, qui en fait trop et garder un peu d'énergie pour justement le jeu, le tennis et la lucidité sur le terrain. Et justement, est-ce qu'avec l'enchaînement des matchs, quand on est dans le prime de sa carrière, on enchaîne des tournois à droite à gauche, est-ce qu'on arrive quand même à profiter du moment présent ? Au final, quand on est pro et qu'on veut être un champion ou une championne, il est très dur en fait d'être toujours satisfait de ce qu'on fait. On veut toujours plus. Ce qui fait de temps en temps, on passe des étapes et on s'en rend pas compte et on recule pour réavancer. Et ça, c'est la difficulté, c'est d'arriver à être satisfait d'atteindre des objectifs pour s'en donner des nouveaux, encore plus hauts et ainsi de suite. Et souvent, on l'oublie et on arrive par exemple pour tout joueur, c'est top 100, c'est jouer les tableaux de Grand Chelem. On y arrive, mais on perd au premier tour, on n'est pas satisfait. Et c'est vrai que de temps en temps, de prendre du recul, d'être au moment présent, voilà, j'ai atteint ça, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour monter ? Et de temps en temps, c'est ce qu'on voit beaucoup de joueuses ou de joueurs qui montent, surtout les jeunes, qui montent, qui savent pas pourquoi ils sont là et qui reculent et qui vont revenir petit à petit. Donc, c'est la difficulté. Alors que des joueurs et des joueuses plus mûrs vont arriver à stabiliser pour encore progresser petit à petit. C'est ça, et comment le préparateur mental, Léo, finalement, peut arriver à trouver cet équilibre qui est tant recherché chez les sportifs ? Il y a deux choses. Premièrement, comme l'a dit Stéphanie, c'est de la connaissance de soi. Plus je me connais, plus je connais mes qualités et plus je sais ce dont je suis capable de faire. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'en France, c'est assez culturel, mais on a tendance à dire tout le temps quand ça va pas. C'est-à-dire, on est les premiers à dire ça va pas, ça va pas. Les métros, ils sont en retard, les trains, ça n'arrive pas à l'heure. Moi, j'aime bien prendre l'exemple même des présidents. Peu importe qui on va élire, il y aura des critiques tout le temps, systématiquement. Non, on aime bien dire quand ça va pas. Par contre, quand ça va bien, on a plus de mal à le dire. On estime que quand ça va bien, c'est normal. Par contre, quand ça va pas, il faut le dire. Je pense qu'il faudrait trouver l'équilibre et s'investir de la même manière quand c'est négatif que quand c'est positif. Et si on ancre sur du positif, je pense qu'il y aura des meilleurs résultats. Parce que quand on gagne, c'est bien, j'ai réussi à aller là.
on sait toujours que la victoire c'est pas une fin en soi, c'est plutôt ce que je fais sur le terrain, mais au moins apprécier ces moments-là. Et c'est vrai que quand on enchaîne les matchs, ok, j'ai passé mon premier tour, oui, c'est normal parce que je dois passer mon premier tour, mais non, c'est bien déjà que tu aies passé ton premier tour, parce qu'on peut aussi perdre. Le tennis, c'est un sport où on a entre guillemets une chance sur deux de gagner, il y a un gagnant, un perdant, donc si on gagne déjà c'est bien, si on est content de soi. Et je pense qu'il faut déjà prendre le temps et vraiment apprécier le fait de dire ok, c'est bien, j'ai réussi à faire quelque chose de bien, se le dire et ne pas avoir peur de ça. Des fois il y a un match le matin, on joue super bien, on rejoue un match l'après-midi sur les CNGT, etc. et c'est une catastrophe, ou inversement. Circuit national des grands tournois français. C'est les gros tournois, il y a des numéros qui viennent jouer et voilà, ça permet en fait de faire vivre en fait le tennis français féminin et masculin. Et souvent c'est des joueurs qui jouent sur le circuit, qui gagnent un peu d'argent pour voilà, ils se financent un peu grâce à ces tournois-là. Et souvent on joue 2 matchs par jour, ce qui n'arrive pas sur le circuit. Et il peut y avoir un match le matin pourri et l'après-midi super bien et on sait pas pourquoi. Voilà. Donc le tennis, ça s'explique pas forcément. C'est ce qui est la beauté de ce sport. Voilà, faut. Et justement, sur ces 2 matchs-là, imaginons que le joueur ait gagné son premier match en faisant un super match. S'il perd le deuxième, il va rentrer chez lui en disant j'ai passé une journée de merde et je suis nul. Alors que non, c'est égalité. Et du coup, c'est ce truc de se dire ok, quand c'est pas bien, je le dis, mais dis aussi quand c'est bien alors. Si tu veux jouer à ça, ok, viens, on fait les deux. Et tu verras que la balance, en fait, ma vie est peut-être pas si pourrie que ça. Peut-être que je suis beaucoup plus confiant et positif dans mon quotidien. Et cette notion de plaisir, elle passe pas essentiellement par la victoire. J'imagine qu'il y a d'autres leviers à activer. Alors ouais, c'est la difficulté en fait des joueurs de haut niveau, c'est que ils vont prendre vraiment du plaisir s'ils atteignent leurs objectifs, s'ils gagnent. Et de temps en temps, ils oublient justement ce que tu disais, moment présent, parce que sur un match de tennis, il y a beaucoup de fautes, beaucoup de points. On n'est pas forcément obligé de gagner un match, même si on peut gagner un match en ayant perdu plus de points. Donc, c'est toujours une remise en question sur les jeux. Les jeux peuvent être longs, les sets peuvent être longs. Donc, c'est vraiment sur ce moment présent de savoir oublier ses erreurs et passer à autre chose. Sauf que sur un terrain, entre 2 balles, ça va très vite. Il y a 20 secondes, il faut le faire très très vite. Et là, sur un match, au final, c'est plus facile parce que le match est fini et on a le temps de le faire. On a des gens pour nous aider autour de nous et il faut le faire. C'est important. Ce qui veut dire que quand on finit un match, qu'est-ce qui est pas bien de faire ? Se mettre sur son portable et oublier qu'on a perdu, pourquoi, comment. Hop, c'est prendre le temps, analyser, prendre un peu de recul et puis après en discuter pour... De toute façon, on apprend vraiment des défaites. Les victoires, c'est génial, on est euphorique, on est en pleine forme, on est prêt pour le lendemain. Mais les défaites, de temps en temps, même la plupart du temps, c'est important de faire le point. Puis on apprend de ses défaites. Tout le monde apprend de ses défaites. Tout à l'heure, je regardais une vidéo de Patrick Mouratoglou qui expliquait qu'en fait, il faut gagner. Il dit en fait très clairement, il faut gagner. Le but, c'est de gagner. Et très souvent, des coachs vont dire, si tu perds, c'est pas grave. Et il explique que pour lui, ça veut dire que les coachs, en fait, ils veulent s'enlever une certaine pression pour dire, s'il perd, c'est pas trop de ma faute. Et il dit, en fait, faut gagner. Alors, ça peut arriver de perdre. Et quand on perd, on va justement, comme tu dis, essayer de comprendre pourquoi on a perdu et d'essayer de faire mieux le prochain match. Mais il dit, pour être un grand champion, il faut se dire, chaque jour, je vais gagner. Tu partages cette vision, toi, Stéphanie, qui est coach aujourd'hui ? Alors, je pointe pas la chose dessus, en fait, sur la victoire, parce qu'en fait, les compétiteurs, ils rentrent sur le terrain, c'est pour gagner, en fait. Donc, je mets pas cette chose-là en avant, mais ça fait partie. Voilà, tu rentres sur le terrain, c'est pour gagner. Qu'est-ce que tu dois faire pour gagner ? Voilà, tout simplement. C'est de s'en servir pour motiver le joueur. Tu veux gagner, qu'est-ce que tu vas faire ? Quelle est ton attitude ? Qu'est-ce que tu veux faire tactiquement ? Toutes ces choses-là, mettre en place. Et puis à la fin, tu fais un bilan à la fin du match. Et des fois, tu peux aussi gagner, mais faire tout à l'envers. Voilà, un bilan. On a mis ces objectifs-là en place. Est-ce que tu les as faits ? C'est pas grave de pas tout faire parfait. C'est justement c'est monter petit à petit des petites étapes et puis son jeu il progresse petit à petit. Ce que dit Stéphanie, ce n'est autre que la différenciation entre un but et un objectif. Le but du joueur, ça va être par exemple de remporter le match, d'avoir tel classement. L'objectif, ça va être qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir potentiellement atteindre mon but. Ça veut pas dire que je vais forcément l'avoir, mais je vais m'en rapprocher le plus. Et très souvent, moi, quand je coach des joueurs, ils vont me dire oui, mais moi, mon but c'est de faire ça, c'est de gagner le match et j'ai perdu. Donc j'ai pas atteint mon but, je suis pas content. Mais qu'est-ce que t'as fait pour atteindre ça ? Je sais pas, mais quand j'ai vu que je perdais, je savais que j'allais perdre. Ah oui, du coup, mais qu'est-ce que tu fais concrètement ? Et ça, c'est des objectifs qui doivent être maîtrisables.
souvent les joueurs me disent pareil, je gagne, je perds. Oui, mais ça tu maîtrises pas. Toi, ce que tu maîtrises, c'est ce que tu fais sur le terrain. Par exemple, la météo sur le jour du match, ouais, mais il y a trop de vent, on ne maîtrise pas. Le niveau de l'adversaire, il joue trop bien, on ne maîtrise pas. Comment toi, en tant que préparateur mental, t'arrives justement à faire switcher cet état d'esprit-là chez le sportif? En fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va appeler le mindset, c'est-à-dire sur quoi je me base quand je joue au tennis. Est-ce que je me base uniquement sur la victoire ou la défaite, ou est-ce que je regarde ce que je mets en place? Par exemple, c'est un gros travail toujours sur la connaissance de soi, sur quelle est mon identité de jeu en tant que joueur. Ok, moi je sais que j'ai un gros coup droit et que je vais mettre 80% de mes coups droits décroisés et gagner le point avec. Ok, ça c'est mon objectif sur le match. Donc ce que je vais regarder pendant mon match, c'est ça. C'est pas si je vais gagner ou perdre. Ok, j'ai fini mon match, j'ai eu 83% de réussite. Ok, je suis satisfait. Et là, on peut aussi avoir de la satisfaction et pas forcément attendre que de la victoire. Ok, j'ai fait un bon match parce que j'ai réussi à remplir mes objectifs. Et ça, c'est hyper important. La victoire ou la défaite, c'est subjectif. Moi, demain, si je suis le meilleur match de ma vie, mais que je suis contre Federer, je risque de prendre 6-0, 6-0. Pourtant, je serais très content. Pas gagner beaucoup de points. Ouais, exactement. Après, il a un peu mal au genou, je crois, donc en petite chance. ce moment, c'est possible. Mais donc voilà, ce qui est important pour moi, c'est vraiment ce qui est maîtrisable et non maîtrisable, l'identifier. Très souvent, on se trompe et on dit ouais, mais ça, j'ai pas réussi à le faire. Oui, mais ça, tu ne le maîtrises pas. Et ça, c'est un travail personnel qui est difficile à faire. Il faut qu'on soit bien entouré par un entraîneur qui comprend ce que c'est un peu le mental pour mettre des objectifs, comme tu dis, un coup droit, machin, qui est réalisable, ou là où tu te sens bien aussi, que tu es capable de faire, que tu peux faire mieux et que tu sais que si tu le mets en place, tu auras beaucoup de chances de remporter le match, justement. Pas dire, voilà, là, tu vas me faire que des slices de revers et tu sais pas en faire à l'entraînement. Non, tu vas droit dans le mur. Alors que si tu mets des choses que tu travailles à l'entraînement et que tu dois répéter et qui vont dans ton style de jeu, il faut continuer et au fur et à mesure, les victoires arrivent. Sur ce que dit Stéphanie, c'est ce qu'on appelle l'objectif SMART. Moi, je bosse beaucoup avec en préparation mentale. SMART, ça signifie le S, il faut que l'objectif soit spécifique, c'est-à-dire que ce soit mon coup droit, par exemple. Le M, c'est faut que ça soit mesurable. Comment je peux mesurer mon objectif? Par exemple, tout à l'heure, je disais 80%. Le A, il faut qu'il soit ambitieux ou atteignable, c'est-à-dire est-ce que je peux le réaliser, est-ce que ça va me servir? Le R, c'est est-ce que c'est réalisable, donc est-ce que je peux le faire? Et le T, c'est dans le temps. Ce qui est important, c'est ok, dans un match, j'ai réussi à faire tant. Et si on est là-dedans, on va se rapprocher progressivement de là où on souhaite aller. Oh, c'est beau, j'aime beaucoup. Je connaissais pas, très bien. Et dernier point là-dessus, parce que ça a l'air de vous plaire, hyper important de formuler ses objectifs positivement. Je bosse avec des joueurs, ils me disent mon objectif, c'est de pas faire de double faute. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est ça en fait, c'est quoi alors que tu proposes? Et le cerveau ne fait pas la différence entre la négation et le positif. En fait, il voit pas la négation. Donc ne pas faire de double faute, il entend faire une double faute. Avant de servir, le joueur qui se dit dans son langage interne, ok, je vais pas faire de double faute, il y a de grandes chances qu'il la fasse. Parce qu'en fait, son cerveau, il a comme information double faute, faire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. À chaque fois qu'on pense qu'on veut pas faire la double, on l'a fait. C'est pas. Alors c'est facile à dire évidemment, mais c'est un travail qu'on peut mettre en place sur en fait retravailler sur ce cerveau qu'on peut tous justement avec cette télécommande reprogrammer et avoir des bonnes notions directement plutôt que de dire ce qu'il faut pas faire. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Donc au final, c'est là ce que tu es en train de dire, on travaille notre coup droit tous les jours pour l'améliorer, là on travaille notre cerveau à chaque fois. On arrive, on peut le faire même un peu à l'entraînement, sur des points d'entraînement, et puis en match encore plus, mais ça demande beaucoup d'énergie, donc c'est pas évident. C'est même ça la préparation mentale finalement, c'est de préparer son cerveau comme on va entraîner son physique, sa tactique ou encore sa technique. On a parlé de notion de plaisir là, depuis le début de l'émission. J'ai sélectionné un extrait pour vous de Caroline Garcia lors d'une conférence de presse lors du dernier Open d'Australie. On va l'écouter. Des fois, tu as l'impression que tu t'affliges certaines choses parce que c'est dur en fait. C'est dur physiquement, c'est dur mentalement. Tu as un adversaire en face de toi, tu dois trouver des solutions. Mais des fois, dans le match, j'arrivais même plus à respirer. Donc, comment je peux trouver la solution sur mon service si j'arrive même pas à respirer, le truc le plus simple au monde? Après, voilà, c'est qu'un deuxième tour de l'Australian Open. Au final, jouer une fille qui est moins bien classée que moi, pourquoi je me mets dans un état pareil? J'en sais rien en fait. Mais depuis une certaine période, c'est comme ça et j'arrive pas à passer au-dessus de ça. Et en fait, ça me bouffe en fait. Des fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et au final, tous les jours, je me dis, non, je vais continuer à essayer. Voilà, on voit Caroline Garcia au bord des larmes presque. Ce blocage psychologique qu'elle évoque, Stéphanie, qu'est-ce que tu peux nous en dire? On le vit tous, on le vit tous, joueurs ou joueuses sur le circuit. On a toujours des mauvaises périodes, savoir les passer. Alors là, elle est montée très haut et puis après elle est redescendue très bas. Émotionnellement, c'est très très dur. C'est une remise en question à chaque fois. Et après, il y a le début et la fin. Là, on a que un petit passage. On sent vraiment que émotionnellement, elle n'arrive pas à gérer.
qu'elle n'a pas de solution. Elle sait pas. Alors, est-ce elle a quelqu'un qui l'aide au niveau mental? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui peut le dire. Mais en tout cas, oui, sur ces moments-là, elle a besoin d'aide et surtout, je pense comment on pourrait dire, de choses concrètes pour l'aider à passer ces moments difficiles. Alors après, il suffit qu'elle refasse un super match et hop, tout ça c'est oublié. Après, il faut pas que cette période dure non plus trop longtemps parce qu'on s'imprègne de quelque chose qui est mauvais. C'est pas bon pour la suite. Et on connaît Caroline Garcia, son jeu est très agressif. Et si elle n'a pas de confiance, si émotionnellement, elle n'est pas un peu plus basse que tout le monde, c'est-à-dire vraiment à la cool et tout, c'est compliqué de mettre la balle dans le terrain pour elle. Justement, en parlant de calme, elle parle de respiration, elle dit qu'elle n'arrive même plus à respirer. On en arrive là, donc ça veut dire qu'elle est vraiment très impactée par la situation. Faut bien se dire que la tête, c'est ultra important, parce que c'est elle qui va dicter ce que va faire le corps. Si la tête bloque, alors le corps va bloquer. Du coup, si la tête dit on respire pas, on respire plus. Et c'est vrai que parfois en tennis, on dit mais le mental, c'est un peu secondaire. Mais si le mental il marche pas, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ça, on a tendance à l'oublier. Vu qu'on parle de respiration, c'est vrai qu'on pense tous qu'on sait respirer, mais on a parfois en fait pas tous les codes et on ne sait pas vraiment comment on respire. Baptiste, petite question, est-ce que tu peux me montrer comment tu ferais par exemple une grande inspiration? Ok, pour ceux qui nous écoutent et ne nous voient pas, Baptiste, est-ce que tu peux décrire ce que tu viens de faire? J'ai tout simplement respiré profondément, notamment en montant les épaules. D'accord. Ça, justement, c'est une respiration que beaucoup de personnes font et ils font l'erreur. Tu fais n'importe quoi là, c'est Non, ça? pas n'importe quoi. C'est une erreur que tout le monde fait, donc t'inquiète pas, t'es pas unique là-dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que la respiration, elle se fait au niveau du diaphragme. Stéphanie l'a montré, je pense qu'elle est au courant. Et en fait, là, tu exploites que 20% de ta respiration seulement en gonflant le haut du corps. Et ça, par exemple, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on se dit, oui, je sais respirer, tout le temps, je le fais. Oui, mais est-ce que tu respires bien? Ce que disait Marc sur une autre émission qu'on avait reçue, il disait la communication, tout le monde pense savoir communiquer parce que tout le monde parle. Alors oui, on le fait, mais est-ce qu'on le fait bien? C'est encore une autre question. C'était petit aparté là-dessus. Est-ce que toi, tu as connu des moments de tristesse, d'anxiété durant ta carrière? Tu nous as dit que tout le monde finalement passait par là. Ouais, j'ai fait 11 premiers tours de suite. Je pense que là, on peut être un peu tendu quand on arrive à 11. Je sais plus en quelle année, j'ai même pas envie d'y penser. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas de préparateur mental, mais j'en ai eu un, j'avais 24, quelque chose comme ça, où j'ai commencé à bosser. J'avais déjà essayé avec quelqu'un que j'aimais. Ça n'avait pas trop fonctionné avec moi parce que c'était très sur le terrain, des petites choses à rajouter sur le terrain. J'avais tellement de choses à penser sur mon coup droit, sur mon revers, où jouer, tout ça, ça me parlait pas trop. Et j'ai trouvé quelqu'un qui ne connaissait rien au tennis, qui savait compter, mais qui était préparateur mental dans l'équitation, dans d'autres sports. Donc en fait, il n'est pas intervenu directement sur le tennis. Il est intervenu plus sur moi, sur justement me connaître beaucoup mieux, parce que je ne me connaissais pas. Je ne savais pas si j'étais quelqu'un qui avait besoin d'agressivité sur le terrain, qui avait besoin qu'on la bouscule ou qu'on soit gentil, enfin toutes ces choses-là. Et on a bossé 2 ans pour un peu, pour apprendre à me connaître beaucoup mieux, surtout pour essayer... ce qui est souvent chez les femmes et chez les jeunes filles, on manque de confiance. Travailler cette confiance, d'estime de soi et tout. Alors ça, c'est un travail fabuleux parce qu'en fait, même si on n'a pas vraiment confiance, c'est se lever tous les matins et se dire « je suis belle, je suis bien, je joue bien au tennis » et c'est parti. Et toutes ces phrases répétées 365 fois par an, ça marche au bout d'un moment. Alors après, il faut vraiment y mettre du sien, il faut y croire et il faut se donner la chose pour le faire. Et c'est vrai que donc c'est pour ça que moi j'avais commencé au début en disant la connaissance de soi est très importante. Et après on peut avancer, on peut évoluer, travailler sur certaines choses et qui peut aider mentalement sur le terrain et même en dehors, dans la vie courante. Et tu avais engagé un préparateur mental parce que tu en ressentais le besoin ou parce qu'on t'a peut-être proposé Oui, j'en ressentais le besoin et c'est moi qui ai fait la démarche. Et de toute façon, il faut que ça soit fait comme ça. Il ne faut pas que ça soit à l'inverse et ça ne marche pas. Parce que sinon, le sportif réceptionne pas la bonne chose, quoi. Il faut que ça vienne du sportif, c'est sûr. Tu disais justement que tu te levais le matin avec des messages positifs. C'était écrit sur mon miroir. C'est vrai. En parlant de miroir, on avait reçu justement Lorraine Ramby, une escrimeuse, qui expliquait comme petit conseil à la fin de l'émission, enfin un petit moment, t'as le mental ou ta recommandation. Elle expliquait que ce qui était trop bien, ce qu'elle avait découvert, c'était de se mettre dans le miroir et de se faire des compliments. Et vraiment de se regarder, de pouvoir se les faire. Elle m'avait conseillé de le faire à tous. Je sais pas si les auditeurs l'ont fait depuis. Moi, je l'ai un petit peu fait. C'est vrai que c'est super. En fait, moi, j'avais écrit des post-it avec estime de soi et des petites choses. Et puis, de toute façon, tu passes devant le miroir tous les matins. Et t'as pas le choix, tu les lis et tu te les répètes.
hop, et puis ta journée, elle commence. Ça, et ça, c'est utile pour tout le monde. C'est une émission qui parle pour l'instant beaucoup de sport, mais pour toute personne qui vit, en fait, finalement, qui a un miroir, même, on peut faire ce petit jeu et gagner en estime de soi, en confiance en soi. Et même si ça peut paraître rien, un petit truc plus un petit truc plus un petit truc, ça va faire qu'à la fin de l'année ou à la fin du mois, on va vraiment considérablement gagner en confiance. Je reviens sur ce que tu disais par rapport à l'approche du préparateur mental. C'est vrai que c'est hyper intéressant. On a tendance à penser que faut que le préparateur mental soit, par exemple dans le tennis, soit ancien joueur de tennis ou soit spécialisé dans le tennis. Or, c'est faux, ou en tout cas, c'est pas tout le temps, c'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup justement de préparateurs mentaux qui viennent de secteurs différents et qui vont être ultra efficaces dans un secteur qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'en fait, comme tu dis, ils n'ont pas forcément les termes techniques, pas la tactique, et ils ont uniquement ce qu'ils voient du comportement. Et en fait, ils ont une approche qui est carrément externe. Par exemple, moi je suis entraîneur de tennis et préparateur mental. Je sais que quand je travaille, je me vraiment fixe comme objectif, ne touche pas à la tactique, pas à la technique. Toi, t'es que sur le mental. Mais ça doit pas être évident, quand même. C'est pas évident. Et d'ailleurs, on nous recommande beaucoup. Il est payé cher pour ça. Hein. Quand j'ai été formé sur la préparation mentale, on nous a beaucoup conseillé d'aller voir d'autres sports, des sports qu'on ne connaissait pas. Parce que par rapport à l'approche, même par exemple toi, qui es joueuse et à fond dans le tennis, tu vois que du tennis, tu manges tennis, tu dors tennis. Si t'as une personne dans le tennis qui arrive, ok, c'est la même chose. Par contre, si t'as une personne extérieure qui t'avance des propos que t'as pas encore entendus, direct, je peux regarder peut-être un peu plus loin que mon champ de vision qui est très réduit par ce sport qui est le tennis. Donc c'est hyper intéressant ce que tu partages. Ouais, je suis d'accord. Stéphanie, tu parlais tout à l'heure de préparateur mental que tu avais engagé à 24 ans, c'est ça ? Est-ce que tu sens ces dernières années un vrai essor autour de la préparation mentale ? Oui, je pense que la plupart des champions qu'on voit à la télé ont quelqu'un en tout cas qui les aide de ce côté-là. La plupart, on fait le pas. Il y en a plein qui s'en cachent pas. Donc oui, c'est dans le tennis c'est important. Plus c'est pris jeune, mieux c'est évident. Parce qu'après c'est un travail petit à petit, comme on disait, qui progresse et arriver sur le circuit professionnel. Après c'est des petits détails qui vont faire la différence. Et si ce travail peut être fait en amont, c'est encore mieux. Parce qu'on sait que c'était mal vu au départ, Léo, il y a encore une vingtaine d'années. Là, on est sur la bonne voie. Oui, c'est vrai que c'était mal vu. Avant, on pensait que si on parlait de mental, ça voulait dire qu'on était faible, donc qu'on était faible par rapport aux autres et que tout le monde devait être fort mentalement, que c'était inné. Alors, c'est pas le cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des jeunes joueurs, je pense à notamment Carlos Alcaraz, qui est un peu l'exemple pour pas mal de joueurs de tennis, qui en fait n'a pas peur de parler de préparation mentale et n'a pas peur de dire que c'est le mental le plus important. Et ça, c'est vraiment cool, je pense, pour l'essor du mental et pour montrer que si eux le disent, c'est que c'est vrai. Parce que nous, parfois, on nous prend pour des fous, alors que si eux le font, c'est vrai. Je pense aussi à un Novak Djokovic, par exemple, qui quand il a commencé à vraiment s'occuper du mental, on disait mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il ferme les yeux, etc. Je pense que le temps lui donne raison. Pour parler de tennis féminin, on a aussi Iga Swiatek. Bien prononcé. Iga Swiatek, qui elle utilise beaucoup aussi la préparation mentale. Récemment, on l'a même vu avec du scotch sur la bouche quand elle s'entraînait. Tout le monde disait mais qu'est-ce qu'elle fait, etc. Mais en fait, elle développe des techniques de respiration qui sont liées à la préparation mentale. Et d'ailleurs, même elle dit qu'elle voyage systématiquement maintenant avec sa psychologue du sport. D'accord, donc, en fait, tout le temps. Ouais, tout le temps. Et donc, en fait, ces jeunes finalement nouveaux qui montrent qui sont quand même très très forts, ils font appel à ça et ils en sont fiers. Et je pense que c'est un gros step qu'on passe, c'est de dire je fais appel à un préparateur mental, je bosse mon mental et c'est ma force. Après, c'est sur le circuit international. Et en France, ça reste encore... Carrément. En France, on a beaucoup de retard. On a beaucoup de retard, ça commence à venir. Les jeunes qui commencent le tennis, pour eux, oui, le mental est important, mais bon, c'est comme si c'est un mot, quoi. Récemment, par rapport à ça, j'intervenais dans un club de tennis et, sur le mental et j'expliquais en quoi le mental était important. Et on m'a dit, oui, mais Léo, le mental, on le travaille déjà à l'entraînement. Par exemple, quand on fait des diagonales. Alors oui, et dans ces cas-là, quand je vais faire mes courses, je travaille le physique. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que le mental, c'est un vrai aspect, c'est hyper grand, on touche au cerveau, c'est hyper précis, c'est scientifique. Donc ça va beaucoup plus loin que... Alors oui, on le travaille. Comme en vrai, je travaille mon physique quand je vais descendre mes marches et monter. Mais quand on parle de haut niveau de compétition, ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, non, je suis d'accord. Après, c'est autre chose. Quand on doit tenir la diagonale en coup droit ou en revers, ça fait entrer d'autres choses mentalement. Oui. Mais là, on est sur des choses encore plus précises. Si on veut devenir un champion, si on veut faire du sport de haut niveau, du tennis de haut niveau, il faut aller un peu plus loin, chercher un peu plus loin. C'est pas que tenir 150 fois le coup droit croisé. Et comme tu dis, ça fait travailler le mental, ça fait travailler des choses. Et ce qui est important, c'est de savoir quelles sont ces choses. Justement, souvent les coachs n'ont pas forcément ce message-là auprès des joueurs en disant là on fait des diagonales, alors on peut bosser le mental, mais par contre il faut le verbaliser. Qu'est-ce qu'on bosse sur le mental là ? Est-ce qu'on bosse la ténacité ? Est-ce qu'on bosse l'agressivité ? La concentration de tenir et tout ça. Ouais. Et souvent les joueurs le font,
pense, bah ok, il maîtrise plus ou moins ça, mais on n'a pas vraiment mis le doigt dessus. Et qu'est-ce qu'il faut bosser en priorité? C'est du cas par cas, Léo? Ouais, il n'y a pas de généralité. Parfois, on entend faut absolument avoir ça ou ça ou ça. Ça dépend vraiment des sportifs, des athlètes, de ce qu'ils ont envie de développer. On peut voir un Nadal sur circuit qui est vraiment, lui, c'est presque une bête féroce sur le terrain. C'est vraiment de l'agressivité. Un Roger à côté beaucoup plus calme. Une Serena Williams qui vraiment dégage quelque chose et elle impose énormément de choses. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. On bosse avec des humains. Chaque humain est différent, le cerveau c'est hyper complexe, chacun a le sien, donc il faut vraiment s'adapter. Et c'est pour ça d'ailleurs tu disais aussi, Stéphanie, que tu as bossé premièrement avec un préparateur mental, ça n'a pas forcément hyper bien matché. Ça arrive souvent parce qu'en fait tout le monde n'est pas forcément fait pour bosser ensemble, et c'est un feeling qu'il faut avoir, et c'est aussi à nous préparateurs mentaux de pouvoir s'adapter à son sportif pour finalement lui faire un programme personnalisé. C'est pas une formation qu'on donne et bah tiens c'est pareil, tiens c'est pareil, tiens c'est pareil. Il faut pouvoir personnaliser pour être efficace. J'avais envie de vous raconter une histoire aujourd'hui, à vous, Léo et Stéphanie, et à vous, très chers auditeurs et ceux qui nous regardent. C'est l'instant lecture autour de Marion Bartoli. Je vais vous lire un article de Gala sur la relation très spéciale entre le père de Marion Bartoli et la championne. Installez-vous confortablement. Extinction des lumières, musique. Tout commence par hasard, ou presque, pour Marion Bartoli, le jour où sa famille s'installe dans un coin de Haute-Loire, tout à côté d'un terrain de tennis. Elle a 5 ans, et ce qu'elle commence à pratiquer avec son père médecin, comme un jeu, va rapidement virer à l'obsession. Le boulodrome, premier lieu de souffrance. C'est là que Marion Bartoli, coachée par son père Walter, apprend à frapper la balle, sans relâche. Un lieu au toit percé, sans confort, glacé, sordide. Son père ne connaît pas grand-chose au tennis, mais il entraîne sa fille jusqu'à épuisement. Le magazine Vanity Fair explique qu'elle devait toucher des petits cônes orange posés à terre 10 fois de suite avec sa balle, et que si elle ratait une seule fois, elle devait recommencer la série depuis le début. Que ces séances pouvaient s'achever à 23h voire plus, car cela dépendait de sa réussite. Walter Bartoli explique dans le magazine que sa fille n'avait pas un corps fait pour le haut niveau. Début d'un bras de fer contre nature et en huis clos. L'étrange duo entre un docteur Maboul et sa créature. C'est comme cela qu'on surnomme Walter Bartoli sur les cours de tennis. Docteur Maboul ou professeur Nimbus, le médecin a vendu son cabinet pour se consacrer à ce qu'il appelle le projet, entendait par là faire du corps de sa fille, qu'il juge bien en dessous de la moyenne des autres athlètes, une machine à gagner en étudiant chaque muscle, chaque nerf, chaque réflexe. Ainsi, Marion doit se tenir en équilibre sur une boîte de conserve tout en maniant sa raquette ou courir avec des élastiques attachés aux chevilles. Marion Bartoli parle de génie à propos de son père, car elle commence à gagner. En 2003, ils s'installent en Suisse, tous les deux. Le huis clos s'intensifie. Mettre sa fille dans un état d'insatisfaction pour mieux la contrôler. Pour imposer à Marion un entraînement inhumain, pour qu'elle ne lâche rien, Walter Bartoli ne cesse de lui rabâcher qu'elle est nulle, que ses capacités sont bien inférieures à celles de ses concurrentes, que c'est un miracle si elle arrive à gagner, et que ce miracle, il en est le seul responsable. Les rares fois où Marion Bartoli essaye de s'éloigner de ce père surpuissant, elle s'effondre. Et quand elle décroche le trophée à Wimbledon, c'est dans ses bras qu'elle se précipite en déclarant « Au moment d'engager le service, j'ai eu un flashback. Je me suis revue petite quand je devais toucher le cône 10 fois de suite avant de pouvoir aller me coucher. J'ai pensé très fort. Regarde papa, j'ai frappé la balle, elle est tombée pile sur la ligne. » Une relation spéciale qui se poursuit. Beaucoup de joueuses de tennis, Mary Pierce, Steffi Graf, Serena Williams, ont un jour ou l'autre dénoncé un père abusif et ont coupé la relation. Beaucoup, sauf Marion Bartoli qui a toujours parlé de relations idéales, spéciales, très intenses. Propos en écho à ceux de son père qui affirmait en 2011 que Marion et lui étaient une union dans l'union. Quand Marion Bartoli était encore joueuse, ils vivaient ensemble dans une interaction au quotidien, une adaptation minute par minute, dit-elle dans le mensuel. Aujourd'hui, après avoir affolé ses proches, mais aussi le public en affichant une silhouette squelettique, Marion Bartoli a retrouvé des formes, et la forme semble-t-il, et sa nouvelle vie, elle la poursuit désormais à Dubaï, où elle s'est installée dans un grand appartement avec son père. C'est une histoire très forte, celle de Marion Bartoli et son père. Stéphanie, quand t'entends ça, tu penses à quoi ?
Il y a beaucoup de choses. Oui, je pense que c'est plus ou moins bien résumé sur sa vie, tout ce qui s'est passé. Après, elle a été assez transparente avec les journalistes. Elle a toujours dit comment elle s'entraînait, ce qui se passait. Aujourd'hui, je suis contente que tout soit derrière elle, parce que c'est vrai qu'elle a eu une carrière assez mouvementée, assez difficile. Elle a gagné un grand chelem, on le rappelle, à Wimbledon, ce qui est fabuleux. On peut voir quand même que sur la durée, c'est dommage parce qu'elle a arrêté très vite après. On aurait bien voulu la voir encore performer encore longtemps, parce qu'elle était dans les 10 meilleurs mondiaux. Donc j'ai envie de dire, ça a marché avec eux. C'est un coup comme ça, et on a bien vu toutes les familles un peu autour se mettre dans l'idée qu'on pouvait réussir. On arrête le boulot, on entraîne sa fille ou son fils, et peut-être qu'il deviendra champion ou championne. C'est très rare. Là, on l'a vu avec elle. Il y a Caroline Garcia, où le papa a fait la même chose aussi. Même sur le circuit féminin, on pense à Stefanos Tsitsipas avec son père, Holger Rune, qui avait même dit à sa mère de quitter le stade en plein match tellement il l'a parasité. Mais ça, c'est des exceptions en fait. On les voit là, mais il y en a tellement qui essayent et tellement qui n'y arrivent pas. Là, il a réussi quelque chose de formidable avec sa fille. Quand il dit qu'elle est nulle et tout, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, elle est incroyable sur le fait qu'il arrivait à changer sa technique du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'un jour, elle servait d'une certaine manière et le lendemain, elle servait d'une autre manière en compétition. Elle était super forte pour pouvoir changer techniquement des choses et arriver justement, peut-être que émotionnellement sur le terrain, elle arrivait à gérer tout ça. Je pense que c'était beaucoup plus dur en dehors du terrain. Sa vie de femme, sa vie de joueuse, sa vie sociale était beaucoup plus difficile, et justement, comme elle était peut-être moins stable, a amené qu'elle n'a pas réussi à durer aussi longtemps que tout le monde aurait voulu, parce qu'elle aurait pu gagner un autre grand chelem peut-être. Et voilà, je trouve ça juste triste par rapport à ça. Ouais, c'est vrai que c'est une histoire qui est assez émouvante quand on l'écoute. On a de l'empathie, on se dit comment on pourrait l'aider presque, mais c'est trop tard. Il y a beaucoup de grands champions qui ont des histoires, des passifs assez importants, qui ont aussi fait qu'ils soient devenus des grands champions. C'est un peu triste à dire, mais c'est aussi ça qui fait que, parce qu'ils ont vécu ces épreuves-là dans leur enfance ou dans leur adolescence, qu'ils sont devenus de tels monstres dans leur sport. Faut se dire aussi une chose, c'est qu'à cette époque-là, la santé mentale, c'est pas un sujet qui est hyper en vogue, notamment. Même si c'est de plus en plus, il y a encore 10 ans, c'était pas encore très réputé. Faut espérer que maintenant, les personnes qui ont des projets comme ça, déjà, mesurent le projet et discutent avec d'autres personnes et le prennent pas, parce que là, c'est quand même on parle d'une personne à qui on commence à travailler quand on est très jeune. Donc ça veut dire qu'on a presque l'emprise sur cette personne-là, ce qui peut devenir dangereux. Et il faut vraiment pouvoir comprendre que maintenant, la santé mentale, la préparation mentale, c'est un sujet hyper important, et il faut l'intégrer dans sa connaissance. Souvent, on parle de proximité entre le coach, la famille, l'entourage, etc. Il faut savoir mettre le curseur et être à la bonne place. C'est-à-dire, ok, je suis le père, est-ce que je peux intégrer le projet sportif ? Si je l'intègre, où est-ce que je me place ? Est-ce que je me situe en tant que père ou en tant que coach ? Et ça, je pense que c'est des questions qu'il faut continuellement se poser, et c'est une remise en question continuelle, et pour éviter que ce genre d'erreur se répète, je pense que ça va arriver de moins en moins, parce qu'on maintenant on a conscience quand même des dangers, est-ce que ça peut... Les conséquences que ça peut causer. La santé mentale en premier, parce qu'en fait une carrière ça dure pas si longtemps, peut-être un peu plus longtemps maintenant, mais enfin il y a l'avant et l'après, elle est longue la vie. Si on n'est pas stable et qu'il n'y a pas eu quelque chose où un entourage était bien autour, parce que là il y a des pères, mais il peut y avoir aussi des coachs, surtout dans le tennis féminin, on le voit un peu plus, où les coachs prennent de l'ascendant mental sur leurs joueuses, et au fur et à mesure elles font une carrière ou elles font un bon passage, elles jouent bien au tennis, mais après le coach va passer à une autre joueuse, et puis elle va se retrouver un peu démunie. En fait, qu'est-ce que je sais faire ? Je sais que jouer au tennis, c'est tout, je sais rien d'autre, et ma vie a été tellement trop fermée, cadrée dans un truc tout petit, qu'elle sort de là, et après on sait pas ce que ça peut donner. Et puis en général, elle a pas 18 ans, la fille, elle a 25, 30 ans, et il y en a plein qui ont pris plein d'expériences et qui ont progressé, alors qu'à 30 ans elle peut avoir une vie sociale au final extérieure d'une gamine de 15-16 ans, parce qu'elle connaît pas les codes, elle a rien appris là-dessus, mais elle sait faire un coup droit et un revers. C'est ça, et je pense que c'est un gros travail aussi par rapport aux coachs, aux parents et à l'entourage, dans le dialogue, dans les messages qu'on va véhiculer par rapport à nos joueurs, à plus petite échelle. Mais dans le tennis, par exemple, on va avoir beaucoup de parents qui veulent bien faire. Là, je pense que le père veut bien faire, clairement, mais il veut tellement bien faire qu'il est prêt à faire beaucoup de sacrifices, quitte à, après, sur le long terme,
potentiellement détruire la vie de sa fille. Il prend ce risque-là parce qu'il veut atteindre son objectif. À plus petite échelle, on a des parents qui vont être hyper investis auprès de leur enfant en compétition, qui vont leur dire allez, donne tout, tu stresses pas, non, déjà ne stresse pas, ça fait que potentiellement on peut stresser. Même des parents qui vont qui souhaitent bien faire et qui vont être au bord du terrain en train de se tenir au barreau. Exactement. Et ces messages peuvent être hyper c'est carrément ça. En fait, on veut bien faire et tellement qu'on veut bien faire, en fait, ça se ressent trop et on laisse pas la liberté. C'est pour ça qu'on parle du curseur. Où est-ce que je me situe par rapport à mon enfant, par rapport à mon joueur quand on est coach. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que dans les projets un peu de jeunes en progression, c'est important d'inclure les parents parce qu'il y a des façons d'être, des façons de faire et ce qu'il faut dire aux enfants et tout pour que, au final, l'éducation de l'enfant soit faite aussi aux parents, parce que il y a des parents qui connaissent rien au sport ou qui connaissent aussi mais qui connaissent pas le haut niveau. Si ils sentent qu'il y a du potentiel, que le jeune peut vraiment percer et progresse énormément et suit la route classique pour devenir professionnel, en fait c'est pas que le joueur, il y a aussi la famille autour, l'entourage qui doit être aussi géré. C'est un peu une bulle, hein. C'est carrément ça. Quand je travaille avec des joueurs, moi je dis toujours moi j'aimerais bien que je puisse rentrer en contact avec tes parents. L'idée c'est qu'on puisse tous travailler main dans la main, c'est-à-dire avoir le même message. Parfois il y a des prises en charge où moi je peux dire aux joueurs ce qu'il faut c'est que tu arrives à rester calme, on va bosser là-dessus, et le père qui va dire ce qu'il faut c'est que tu sois agressif. Mais le joueur il arrive, il dit ouais mais putain qui je dois écouter. Et c'est hyper important, ça paraît simple comme ça mais c'est hyper important d'avancer tous ensemble et d'avoir un message qui est cohérent et un message qui englobe tout pour le bien de l'enfant. Et qui il doit écouter finalement, le sportif? Quand il y a son père qui lui dit ça, il y a un préparateur mental peut-être qui est extérieur à la famille, le sportif il est balancé entre les deux. Si le sportif est face à une situation comme telle, c'est que le préparateur mental n'est pas bon. Parce qu'en tant que préparateur mental, on doit s'assurer que le discours soit le même et en tout cas convaincre plus ou moins son joueur. Si le joueur se pose la question, c'est qu'à un moment, le boulot a été mal fait quelque part. Après, ça va être le coach qui va être le centre de tout ça et qui va devoir avoir aussi des échanges. C'est la communication entre chacun qui va faire que on peut se tromper, c'est pas grave, et au fur et à mesure, on trouve la direction qu'il faut prendre avec le joueur ou la joueuse. En préparation mentale, on s'en doute pas, mais il y a la plupart du travail en préparation mentale, elle est faite auprès des coachs. Souvent on pense que c'est les joueurs, mais en fait c'est les coachs qui vont avoir le dernier mot auprès du joueur et qui va être le plus proche du joueur au quotidien. Quand on est joueur, je pense que Stéphanie tu pourras confirmer, mais on est quasiment tout le temps auprès de son coach, en déplacement, en tournoi, etc. C'est pas moi qui vais confirmer, ça c'est sûr. C'est bien ce que je me disais. Et du coup c'est auprès du coach finalement que le dernier mot revient. Et le discours du coach va avoir un énorme impact sur le joueur. Si le coach rabâche à sa joueuse par exemple qu'elle se déplace mal ou qu'elle a pas un bon physique, quand la joueuse va arriver en match, elle va avoir ce discours-là. On parle d'entourage, on va écouter et regarder Joe-Wilfried Tsonga, un autre champion chez nos confrères de Click. J'ai eu des grandes victoires où j'étais malheureux. Ah bon? Où clairement j'étais malheureux. Laquelle, par exemple? J'étais malheureux. Alors, je vais en donner une qui parle pas à grand monde, mais j'ai gagné le Grand Prix du Japon, donc à Tokyo. Tokyo. Voilà. Ça me parle. Et je suis rentré chez moi. J'étais parti avec mon entraîneur. Je suis rentré chez moi, je tirais un peu la tête. Ma mère m'a dit mais c'était super, c'était génial. Eux, ils avaient fait la fête à la maison avec les copains, avec tout le monde, devant la télé. Ils ont regardé ça en direct, ils se sont pris une petite coupe de champagne à la fin. Ils ont célébré entre eux, mais moi j'étais tout seul à Tokyo. Tout seul. On a écouté Joe-Wilfried Tsonga. Si on recentre un peu plus sur ta carrière, Stéphanie, est-ce que toi, l'entourage a eu un impact justement sur ton parcours? C'est marrant parce que moi, il me fait rire parce que j'ai ressenti les mêmes choses aussi. Au final, des belles victoires ou des beaux tournois et on le partage avec personne. On est tout seul au fin fond. Encore lui, il dit qu'il est avec son coach. C'est dur, c'est plus dur, limite. Voilà. En fait, on a envie de réussir des choses, d'être satisfait de soi, mais de pouvoir le partager avec sa famille, ses amis proches. Et quand on est loin, on le fait pas. Et au final, on est plus triste alors qu'on gagne. C'est assez perturbant entre les deux. Oui, tu me disais quoi la question? Est-ce que l'entourage, toi, a eu un impact sur ta carrière, que ce soit ta famille ou peut-être des proches? Ah oui, l'entourage est hyper importante. J'ai eu des périodes où j'ai eu coach, copain, je suis passée par plein de périodes, avec des difficultés avec ma famille aussi, sur mes décisions par rapport à comment j'allais m'entraîner, ce que je voulais, où j'étais en désaccord avec eux. Dans tes débuts? Oui, dans mes débuts.
en tournant pro, quoi. J'avais déjà 17-18 ans, où j'étais déjà assez grande pour prendre des décisions, où voilà, je prenais mes décisions, qu'elles soient bonnes ou fausses. En tout cas, mes parents n'étaient pas forcément d'accord, qui a créé un peu de distance. Et au fur et à mesure, forcément, les liens se sont rapprochés parce que voilà, j'ai suivi ma route, je suis montée au classement, les résultats sont venus, donc ça a justifié la façon dont j'avais décidé de m'entraîner, etc. J'ai fait des rencontres, j'ai eu des entraîneurs différents, je me suis entraînée pendant très longtemps avec mon ex-mari. Ensuite, voilà, je me suis... c'est pas évident, mais oui, ça aide sur beaucoup de points. Ça aide financièrement, parce que le tennis féminin, à l'époque, on gagnait pas 69 000 euros au premier tour d'un grand chelem, c'était 10 000 euros. Une saison, faut savoir, ça coûte à peu près 70 000 euros de dépenses. Donc, je savais que même si je faisais 4 premiers tours dans un grand chelem, mon année n'était pas du tout payée. Donc, il fallait que j'aille chercher de l'argent encore plus sur les autres tournois. Alors que maintenant, en un tournoi, on sait qu'on peut aller faire les tournois qu'on a envie de faire. Donc financièrement, forcément, on vit avec, ils nous entraînent, on paye forcément pas au prix fort d'un coach. Voilà. Après, la difficulté, j'ai envie de vous dire, c'est un peu dur. Quand tu pars en vacances et que t'as plus rien à partager parce que t'as passé 24 heures sur 24 avec la personne, c'est plus dur. Voilà, il y a des bons côtés, des moins bons côtés. Après, voilà, je me suis entraînée aussi au sein de mon club qui m'ont beaucoup aidée, au Tennis Club de Paris, où j'ai eu une structure sur place, mais j'ai beaucoup quand même voyagé seule. Donc c'est un sport très solitaire qui est pas évident, forcément avec des moments un peu plus difficiles. Voilà, parce qu'il faut faire le joueur et le coach en même temps, avoir un regard extérieur. Donc pour progresser, avancer, il n'y a pas le choix. Donc voilà pourquoi maintenant, en fait, petit à petit, ça s'est fait malgré moi, où maintenant j'entraîne parce qu'au fur et à mesure, j'arrivais quand même à m'auto-analyser et à prendre un peu de recul sur mes matchs. Et puis voilà, après on arrête le sport parce que chacun, voilà, Alizé Cornet a arrêté parce que elle disait qu'elle avait un peu plus de mal à donner de l'investissement dans ses entraînements et que ça prenait. Moi, c'est un peu aussi pareil, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté. J'aime toujours le tennis, j'adore la compète, j'en fais toujours, mais voilà, c'est tout cet investissement qu'on met tous les jours à l'entraînement qui est difficile, et il faut voilà, avec l'âge, c'est forcément plus en plus difficile, et les voyages et tout ça pour récupérer, la récupération très importante. Donc non, après voilà, chacun a sa vie. Moi je regrette pas, j'ai fait des erreurs comme tout le monde sur certaines choses, mais il y a des choses aussi super bien. J'ai vécu super bien aussi le circuit. Je le souhaite à toutes joueuses ou joueurs qui ont envie de performer. Maintenant, voilà, après, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a plein qui essayent et qui se cassent les dents, mais c'est quand même, c'est une belle vie. C'est une belle vie. C'est intéressant. On revient un petit peu du coup sur ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait des limites. Se connaître soi-même, c'est connaître ses limites et savoir quand est-ce qu'on ne peut plus. Alizé Cornet, à un moment, elle a décidé que, elle avait atteint ses limites et elle ne peut plus. Il y a des joueurs qui vont pousser. On pense à un Rafa en ce moment on sent qu'il va chercher parce qu'il y a quand même un dernier Roland à aller faire. On sent que c'est compliqué. Et justement, c'est important de se connaître parce que plus on se connaît, plus on peut faire les bons choix. Pour le court terme, c'est intéressant, mais surtout pour le long terme parce qu'on a un corps, il faut en prendre soin. Une carrière de joueur, à un moment, ça s'arrête. À 35-40 ans, c'est terminé. Et il nous reste encore l'autre moitié de notre vie à vivre, si ce n'est plus. Donc, c'est hyper important. Pour revenir rapidement là-dessus, sur ces moments de bas, il y a des moments, quand on est sportif de haut niveau, on va avoir des moments de bas, c'est normal, des baisses de motivation. Moi, il y a un outil que j'aime pas mal utiliser là-dessus, ça s'appelle le why. Le why, c'est un concept qui a été créé par Sakichi Toyoda, c'est fondateur de la marque Toyota, que je pense tout le monde connaît. Et l'idée, en fait, c'est de se poser la question « pourquoi ?» et c'est de se la répéter au moins 5 fois. En fait, lui, il l'utilisait dès qu'il avait des erreurs dans son entreprise, il demandait pourquoi. Et en fait, à force de demander pourquoi, il arrivait à revenir à la source et à voir la réelle cause du problème. Je propose qu'on fasse un petit test. Baptiste, est-ce que tu veux le faire avec moi ? Avec plaisir. Ok, question simple, pourquoi tu fais ce podcast ? Pour l'expérience déjà. Pourquoi ? Pour que ça fasse beau sur mon CV. Pourquoi ? Pour qu'après j'ai potentiellement de gros médias qui s'intéressent à moi. Pourquoi ? Pour avoir un petit peu de célébrité. Voilà, donc Baptiste fait ce podcast potentiellement pour avoir de la célébrité. Là, on le fait rapidement, c'est bête, mais c'est une question qu'on peut se poser en fait. On se pose vraiment la question, pourquoi je fais du tennis ? Ok, parce que j'aime ça. Pourquoi j'aime ça ? Parce que potentiellement je peux me sentir libre. Pourquoi j'aime me sentir libre ? Parce que ça me fait évader de mon quotidien et j'ai confiance en moi. Ah ok, donc je fais du tennis parce que
pour avoir cette confiance en moi. Et là, c'est un travail en fait de connaissance de soi. C'est de revenir à la source. Moi, je bosse beaucoup là-dessus avec des joueurs où ils pensent qu'ils sont très affirmés dans leur connaissance de soi et très affirmés, ils savent où ils veulent aller. Et quand on revient au pourquoi, en fait, souvent, c'est un peu... J'ai des enfants devant moi qui me disent « Ah bah, c'est vrai que c'est peut-être que c'est pour ça. » 5 fois à répondre à pourquoi, c'est pas facile. Hein. Bah, ça fait remonter. Et en fait, souvent, on a une phrase qu'on n'aurait jamais dite si, par exemple, quand on bosse sur un entretien avec un sportif, si je te dis bah, pourquoi tu fais du tennis, tu vas me faire une réponse. Si je reste là-dessus, j'aurai pas d'infos. Mais si je creuse avec ça, bah, je vais avoir des infos hyper importantes sur lesquelles on va pouvoir bosser ensemble. Et même pour toi, tu vas pouvoir avoir des réponses. Et je rebondis sur un truc, souvent en préparation mentale, les gens se demandent mais comment ça fonctionne la préparation mentale. Tout à l'heure, on a dit que c'était du cas par cas. Il faut savoir qu'en préparation mentale, parfois, imaginons Stéphanie me dit bah, j'ai un préparateur mental, peut-être qu'on va se voir 1 heure, et au bout d'1 heure, elle va me dire ok, bah c'est bon. Parfois, rien que le fait de parler, que le cerveau puisse entendre ce qu'on lui dit, parce que penser c'est une chose, mais le verbaliser c'en est encore une autre, parfois rien que parler, ça résout tous les problèmes. Donc plus on va aller chercher, verbaliser les choses, plus on va avoir des éléments de réponse et on pourra progresser et devenir meilleur. Ouais, c'est pour ça que sur le terrain, souvent on demande, enfin moi je demande, on pose toujours des questions. On dit pas bon bah là t'as pas mis ton doigt, toujours en questionnement, et il faut que le joueur ou la joueuse réponde, ou en tout cas essaye, ou s'il n'y arrive pas, reposer une question différemment et trouver des solutions là-dessus. Et c'est vrai que de verbaliser, ça peut que aider. Et même sur le terrain, quand on va pas bien, de temps en temps, alors il y en a, on les voit, ils tapent la raquette, ils hurlent et tout, mais de temps en temps, des fois, c'est bien de faire tout sortir et pour pouvoir réavancer. Après, c'est là, il faut se connaître. Il faut savoir si c'est positif ou négatif. Négatif, après, hop, on peut couler complètement le match. Et c'est aussi connaître ses émotions. C'est comme pleurer, où on dit pleurer c'est mal. Bah non, si on pleure, on pleure. Stresser c'est pas mal, il y a du bon stress. Et si on ressent du stress, bah faut l'accepter. Au contraire, si on veut lutter contre le stress, bah, on aura encore plus de stress. Si on l'accepte, bah ok, je stresse, ça fait partie de moi. Et ça c'est hyper important. Ok, bah j'ai envie de jeter ma raquette, ok, je la jette. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai travaillé en amont? Quel est le travail que j'effectue en amont sur la partie mentale? Ok, je fais ça parce que ça me permet d'avoir telle ou telle chose. Mais encore une fois, tout doit être, on va dire, conscientisé. Je pense que c'est ça le résumé de ce qu'on dit, c'est de savoir ce qui se passe, pourquoi on le fait, donc on le verbalise, on le conscientise. Et j'aimerais revenir moi sur ce dont tu as parlé Stéphanie tout à l'heure, sur notamment les enjeux financiers et la pression que ça peut générer. Est-ce que finalement, des fois, on joue pas aussi pour les autres? Est-ce qu'on arrive toujours à jouer pour soi, ou finalement il y a aussi cet équilibre-là qui est difficile à trouver? Alors déjà, quand on est jeune, souvent on commence un sport, c'est pour nos parents. Et plusieurs sports et tout ça. Et petit à petit, on crée un peu son identité. Alors il y en a qui vont le faire pour eux petit à petit, 10, 11, 12, 13 et d'autres beaucoup plus tard. Ensuite, c'était quoi ta question déjà? Oui, est-ce que tu joues pour toi? Est-ce qu'on joue encore pour soi, ou des fois ça nous arrive de jouer pour les autres aussi finalement? Alors en fait, je pense au départ, on a envie d'être professionnel de tennis. C'est pas pour gagner, être riche, être célèbre. C'est pour performer, avoir des objectifs, gagner Roland-Garros, c'est tout ça. Ensuite, les enjeux, financiers, ils arrivent petit à petit. Par rapport à moi, j'ai toujours eu du mal. J'ai toujours eu le regard des autres, en fait, j'ai eu beaucoup de mal. Ce qui veut dire que j'avais toujours envie de briller, de bien faire les choses, d'être première de la classe, et c'était pas forcément très très bien. Et que de temps en temps, en fait, celle qui gagne, qui est contente à le terrain, c'est soi-même, c'est moi. Et en sortant, quand on perd, les autres, ils l'oublient en 2 secondes, et c'est toi qui ça reste, et t'es imprégné fortement, très longtemps ou moins longtemps en fonction de comment tu arrives à digérer la défaite. Et en fait, c'est ce côté regard des autres qui est très important, qu'il faut faire abstraction, parce que en fait, au final, à la fin, on se retrouve, nous, dans notre lit, on regarde le plafond, et les autres, ils font leur vie, en fait. Qu'on ait gagné, perdu, ça change rien. Donc en fait, on joue pour soi, et il faut faire attention à pas jouer pour les autres, parce qu'au final, c'est sa vie. Chacun a son métier. C'est un métier d'être joueur de tennis ou joueuse de tennis. Et là, aujourd'hui, de temps en temps, on voit les jeunes qui jouent beaucoup pour leurs parents, pour les autres, alors qu'on ne sait pas si au fond d'eux, ils aiment vraiment ça. Et si ça y est pas, c'est quand même compliqué de percer après. Léo, comment on arrive à surpasser ce fameux regard des autres, concrètement? Il y a plusieurs types de motivation qui existent. Il y a la motivation intrinsèque qui est propre à soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux me challenger, comment je veux relever mes défis, donc par rapport à moi. Et il y a la motivation extrinsèque qui est par rapport aux autres. Je pense que l'idéal, c'est de trouver un bon équilibre. C'est pas de dire c'est que pour moi ou c'est que pour les autres. On a par exemple, j'ai une petite carte là que je vais vous sortir. C'est Carlos Alcaraz qui fait une phrase sur la motivation, qui explique, il déclare « J'aime que les gens parlent de moi, qu'ils me connaissent. C'est une pression, mais je l'utilise comme une motivation. »
Toi, à l'inverse, Stéphanie, tu dis, bah, moi, si ça parle de moi, ça me plaît pas. Et c'est, encore une fois, on est sur du coaching individualisé. Chaque humain est différent. Chaque humain a ses petits trucs. Il n'y a pas de vérité absolue de dire, bah, c'est ça ou c'est ça. Non, en fait, ça dépend des joueurs. Et on voit Alcaraz, je pense qu'on peut le croire vu son niveau, quand il explique ça, c'est que, en fait, lui, les gens, quand ils parlent de lui, ça lui donne cette motivation-là. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et je vais prendre un petit virage. On a entendu pas mal d'histoires entre les joueuses françaises qui n'étaient pas forcément les meilleures amies du monde. Est-ce que t'es d'accord avec ça déjà? Non, pas d'accord. Elles sont Non, toutes amies. après, dans les générations, il y en a toujours une ou deux qui est un peu à part, qui va faire son truc et qui s'entend pas forcément avec les autres. Franchement, en plus, j'ai fait la Fed Cup en 2002-2003, donc j'ai connu la vieille génération, et puis 2012 ou la nouvelle génération. Donc j'ai fait vraiment les deux générations. Oui, il y a forcément de temps en temps, c'est un peu compliqué entre les filles, mais vraiment l'ensemble, moi, je le trouve plutôt pas mal. Et encore plus sur les jeunes, puisque là, je commence vraiment sur des plus petits tournois et je les vois grimper qui sont 500, 400, 300 mondiales. Je trouve quand même qu'il y a une bonne entente. Il pourrait y avoir un peu plus d'entraide, encore plus, mais je pense qu'on est pas mal. On est pas mal sur la jeune génération. Non, parce que c'est un sport individuel et chacun a sa structure, chacun a son équipe. S'il gère bien ces choses-là, après... les problèmes avec les autres. On est en compétition, en fait, on n'est pas amis. Alors, la difficulté sur le tennis féminin, forcément, c'est que sur le terrain, quand on est ennemi, de temps en temps, on oublie qu'en dehors, on n'est pas obligé d'être ennemi, que les gars, en général, ils se jouent et après, ils vont se boire une bière. Les filles, c'est un peu différent. Donc, il faut juste un peu le savoir, éduquer aussi nos jeunes là-dessus, sur le fait que sur le terrain, voilà, tu restes fair play et tu as une adversaire, tu essayes de la battre. Et après, en dehors, voilà, ça n'empêche pas, si vous êtes amis, de rester amis. Mais voilà, de mettre les choses au clair et leur apprendre, parce que c'est vrai qu'on dit toujours les matchs franco-français, c'est compliqué, ils sont surstressés et tout. Voilà, c'est leur apprendre un peu cette façon de voir. À l'époque, oui, c'était très stressant de jouer des Françaises, mais petit à petit, en tout cas, la nouvelle génération, on essaye un peu plus de rentrer dans le côté positif de la chose. C'est un peu comme Rafael Nadal, je pense que c'est un bon exemple pour ça. Sur le terrain, bah, on peut me qualifier que c'est un chien, entre guillemets, il va rien lâcher et il peut te pourrir le match, il va te le pourrir parce qu'il va donner 0 points. Et en dehors, en fait, c'est peut-être le mec le plus humble et le plus poli. Oui, il est fair play, mais je veux dire, l'attitude sur le terrain. On pourrait comparer avec un Kyrgios, par exemple, qui est un petit peu moins fair play, ou des joueurs comme ça. Moi, quand je parle de Nadal, pour moi, c'est un exemple, parce que sur le terrain, il switch directement. Et on le voit, et en fait, peu importe qui joue, il aura la même attitude. Qui joue un Espagnol, qui joue un Suisse, qui joue n'importe qui. Et par contre, en dehors, il aura aussi la même attitude, il sera toujours aussi humble, poli et respectueux. Ça, je pense que c'est cool. Je voulais revenir sur un petit point. Tout à l'heure, on parlait justement du regard des autres, etc. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que le tennis, c'est un sport où on se bat contre soi-même avant de jouer contre un adversaire. Comme tu disais, souvent on va se faire plein de films, l'adversaire, mais le public, etc. Et quand le match est fini, tout le monde oublie tout. Parce qu'en fait, le combat, il est contre soi-même. Il est contre ses pensées qu'on a continuellement, donc ce qu'on appelle le discours interne. Et ça revient encore une fois, on répète un peu, mais sur de la connaissance de soi. Plus je me connais, plus je connais mes qualités, plus je peux véhiculer des messages qui sont en lien avec ces qualités pour retrouver des émotions et maîtriser ce que je mets en place sur le terrain. La clé, c'est de regarder son adversaire qui est en face, pour pas être trop sur soi non plus. Et c'est de voir l'autre. Des fois, il y a des jeunes, je leur dis, mais droitière ou gauchère ? Ils savent pas. Donc, donc déjà, t'es trop sur toi. Donc, sois un peu plus sur l'autre personne, les points forts, les points faibles, où la fille a tendance à jouer à droite, à gauche, qu'est-ce qu'elle fait avec son coup droit, quel effet elle donne. Ça permet un petit peu de moins être sur soi, de moins être sur les émotions, sur son stress. Et justement, je me permets, être trop sur soi, ça revient un peu tout à l'heure, on disait souvent quand on pense à soi dans ces matchs-là, etc., dans la compétition, on va beaucoup sur du négatif. On va dire mais ça je le fais mal, ça je le fais mal, ça je le fais mal. Parce que être sur soi, en réalité c'est pas problématique. Si on est sur soi, ok, ça je le fais bien, je suis content, je sens bien, etc. Sauf que le problème c'est que souvent, notamment en France, quand on va être sur soi, on va être mais moi je fais mal ça, je fais mal ça. Mais qu'est-ce que fait l'adversaire ? Je sais pas, j'ai pas regardé. Alors si on est sur le positif, il n'y a pas de problème. Mais quand on est sur le positif, on arrive à voir aussi l'autre. Exactement. Alors que négatif, on s'enferme dans un truc et on oublie de regarder un peu autour de soi. Et c'est de la lucidité, c'est carrément ça. Ouais. On va passer au traditionnel jeu Tal Mental. On va voir si nos invités ont le mental, qu'est-ce qu'ils mettent en place peut-être dans leur quotidien. Stéphanie, est-ce que tu as une routine, quelque chose pour te forger ton mental ? Je sais pas, le matin, une douche froide. Disons que j'étais pas du tout du matin quand je jouais au tennis. Maintenant, je suis du matin parce que j'ai un enfant, j'ai pas le choix. C'est peut-être lui qui m'oblige à me lever. Donc, on va dire que c'est mon enfant qui me fait. C'est une bonne réponse. Léo ? Magnifique. Moi, je vais insister sur l'aspect de préparation. Dans tous les domaines, qu'on soit sportif, qu'on bosse dans une entreprise, qu'on ait nos projets, plus on va préparer ce qu'on va faire, plus
plus on va être bon. Par exemple, ce podcast-là, je l'ai bien préparé, donc je sais que je vais pouvoir assurer. C'est un truc qui paraît banal, encore une fois, on se dit oui, mais préparer, enfin tout le monde le fait, mais il y a préparer et préparer. Plus je vais prendre ce temps-là, qui va être consacré à la préparation, plus je vais être efficace dans ma tâche. Ça peut paraître banal, mais c'est ultra important et ça fait vraiment beaucoup de différence. C'est comme un match de tennis, plus je vais le préparer, plus je serai bon le jour J. Maintenant, il y a plein de manières de le préparer. En préparation mentale, on peut par exemple utiliser tout ce qui est lié à l'imagerie mentale, donc le fait de projeter avec le cerveau des éléments en jouant sur tous les sens, parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il a vécu et ce qu'il imagine. C'est-à-dire qu'on peut lui faire imaginer plein de choses et faire comme si on l'avait réellement vécu. C'est par exemple pour ce podcast, imaginons que j'arrive et je dise je suis un petit peu stressé avant de parler, je vais pouvoir faire ce travail de visualisation, donc de pouvoir projeter mon cerveau sur ce qui va se passer avec tous les éléments, les lumières, le son, etc., en jouant sur tous les sens. Et quand je vais arriver ici devant vous, je serai beaucoup plus à l'aise. Donc c'est un petit tips mental que j'aime bien mettre en place. On va finir avec ta reco, la rubrique où nos invités vont peut-être nous donner des petits biscuits, des petites recommandations pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent. Stéphanie, je te prends peut-être de court. Est-ce que tu as quelque chose à nous donner pour nos chers auditeurs? Un livre, que ce soit un film, un extrait sur les réseaux sociaux, peu importe. Oh là là, il me faut du temps pour réfléchir. On va aller chez Léo, il a toujours quelque chose à dire. Ouais, j'en avais pas prévu, mais j'ai pensé à une série que j'avais regardée qui était vraiment cool sur Netflix, ça s'appelle Loser. Losers, je pense que c'est au pluriel. Et en fait, ils mettent en avant tous les perdants du sport. En fait, on a tendance à voir tous les grands gagnants. Typiquement, imaginons on regarde un 100 mètres sur des Jeux Olympiques. On va regarder les 3 premiers. Le 8e ou le 7e, on s'en fout. Et personne n'en parle. Et en fait, eux, ils mettent en avant ces personnes-là, qui sont sportifs de haut niveau, mais qui sont pas les premiers, qui sont pas mis en lumière, pourtant ils sont tout le temps là, ils lâchent rien. Et on les appelle souvent les losers. Alors que moi, j'aimerais bien être un loser comme eux. Et c'est important, je trouve, même pour prendre du recul, se dire ah ouais, mais c'est vrai que c'est comme par exemple, je rebondis, mais souvent je regarde des matchs de foot sur ce canapé là d'ailleurs avec mon père, il regarde la télé, il dit mais ils sont nuls. Mais je me dis mais comment nous on peut jouer, on est sur notre canapé un dimanche soir en train de manger une pizza, c'est la 80e minute, le mec il vient de faire plus de 10 km. Ouais, mais comment on peut dire qu'ils sont nuls? Et c'est bien d'avoir ce recul là, de se dire mais est-ce que moi je ferais mieux à leur place? Je ne pense pas. D'ailleurs je peux pas le savoir parce que je suis sur mon canapé, j'avais qu'à être à leur place. Et je trouve c'est bien d'avoir cette J'aime bien, je trouve ça important d'avoir ce différents points de vue. C'est vrai que on parlait aussi avec Arnaud Clément sur une émission de pourquoi les Français sont pas dans le top 3. Mais en fait, s'ils sont déjà dans le top 20, c'est déjà super, c'est énorme. On parle d'un sport où tout le monde va être numéro 1 mondial. Il y a de la place pour très très peu de personnes. Donc faut, je pense, prendre du recul et être peut-être moins exigeant et être plus sur du positif, sur ok, le mec il est 8ème mais il a fait... Le mec était par exemple, ce coureur était en finale des Jeux Olympiques. Il a fini 8ème mais il était en finale des Jeux Olympiques. Est-ce que nous on peut dire ça? Bah non. Donc c'est déjà très très bien. Non mais faut arrêter de critiquer en fait tous les jours. On est très français, on critique tout le monde tout le temps et c'est très négatif. Après tant que la critique est constructive. Mais elle l'est rarement parce que nous on propose pas mieux. Quand tu regardes un match de foot et que tu dis ouais mais ce mec est nul. OK, qu'est-ce qu'on propose? Bah rien, on s'arrête à ce mec est nul et on passe à l'action suivante. Non mais ça évidemment c'est des remarques qui n'ont pas forcément beaucoup de sens mais en fait, c'est si on argumente non plus. Non. La critique te met dans une mauvaise position et te met dans une position négative pour la journée. C'est pas bien si tu te lèves dès le matin et que tu dis oh là là, c'est gris là dehors, c'est quoi ce temps depuis 3 mois? J'en ai marre. Tous les jours, ça va être dur de te lever et d'aller au boulot. Alors que tu critiques pas, tu trouves une autre manière de le faire en disant bon, l'été arrive bientôt, j'ai hâte, c'est bientôt apéro, ça ira mieux. Et là c'est un peu plus constructif. C'est vrai que là en plus là c'est vraiment ça, hein. Il fait gris tous les jours, c'est terrible, mais si on se le rappelle tous les jours, au bout d'un moment c'est écrit sur le front et voilà, c'est dur quoi. Mais c'est ancré. C'est vrai que par exemple dans la culture américaine on va souvent dire ouais mais ils exagèrent un peu tout, ils sont là oh my god il se passe quelque chose, mais en fait ils génèrent du positif. C'est qu'ok, ils ont ça, un rien peut-être pour eux ça va être un truc incroyable, mais du coup dans leur quotidien ça va énormément leur aider. Et encore une fois nous on critique ça, en fait on est bon à critiquer, mais qu'est-ce qu'on propose à la place? Souvent pas grand chose et c'est dommage. Stéphanie, une recommandation ou pas? Non mais moi j'ai envie de dire maintenant que je suis maman depuis pas très longtemps avec mon fils, il a 4 ans ou 5 ans, j'ai envie de dire il y a une phrase il a interdit de dire, c'est je suis nul ou t'es nul. Voilà, le mot nul, interdiction de le dire. Voilà, tu peux dire, voilà, je suis pas bon pour faire ça ou quoi que ce soit, il est encore petit. Hein. Et j'essaye, de ce que j'ai appris moi dans le tennis, de le retransmettre à mon enfant au maximum. Après, en tant qu'adulte, on fait plein d'erreurs. Hein. Il y a plein de choses qu'on fait et tout. Et voilà, j'essaye de donner un petit peu de ce que j'ai appris dans la vie courante. Et pour conclure, j'aimerais dire que... Il veut toujours avoir le mot de la fin, ouais, c'est fou. Hein. C'est fou ça. Non mais ce que je veux dire pour ceux qui nous écoutent, on est là à dire des belles choses qui paraissent simples.
faut se dire que personne n'est parfait, on fait tous des erreurs et c'est normal qu'on fasse des erreurs. Même tous les grands champions font des erreurs pour arriver où ils sont. On peut pas être parfait sur tous les points. L'idée, c'est de pouvoir être ouvert d'esprit et de pouvoir être OK pour apprendre et mettre des nouvelles choses en place. Qu'on ait 10 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 60 ans, c'est jamais terminé. Qu'on ait 10 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 60 ans, c'est jamais terminé. Et je pense qu'il faut être juste ouvert d'esprit et pouvoir apprendre. Et c'est comme ça qu'on va apprécier la vie. On pourra pas dire mieux, je pense. Ouais, c'est bien pour être heureux. C'est le principal, non ? Exactement. C'est la fin de cet épisode de Tal Mental. Merci à nos invités d'avoir répondu présent. Merci Stéphanie Forêt. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir, comme toujours. N'hésitez pas à liker la vidéo pour ceux qui nous regardent et à mettre des étoiles pour ceux qui nous écoutent. Merci, à la prochaine.